Je vous souhaite la bienvenue à ce séminaire Cyrano. On a donc un certain nombre de personnes ici à Montréal. Je salue également les gens qui sont en ligne, je pense à Québec et à Sherbrooke. Donc, on a un bon groupe de gens et on est surtout extrêmement content de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui est impliqué au Cyrano depuis très longtemps. Maintenant, un peu plus à distance, on est choyé de recevoir aujourd'hui donc Pierre Monen. Pierre Monen est professeur titulaire de microéconométrie du changement technique à la School of Business and Economics de l'Université de Maastricht. J'aimerais ça, moi aussi, avoir un aussi beau titre, un titre aussi précis qui décrit mes activités. Ses principaux thèmes de recherche, il se passe de présentation, mais sont donc l'innovation et la productivité de la R&D. Il s'intéresse également à l'effet de la R&D et l'innovation sur la productivité des entreprises. Il va nous présenter aujourd'hui avec son co-auteur, d'ailleurs, en fait, son co-auteur est dans la salle également, donc Jean-Philippe Agbante. Je comprends que c'est Pierre qui fera la présentation. Donc, tout récent rapport Cyrano, évaluation de l'impact du crédit d'impôt à l'investissement au Québec. Un projet extrêmement intéressant. Et donc, Pierre, merci d'être ici avec nous. Bonjour à tout le monde. Je ne vois pas les gens de Québec et de Sherbrooke, mais bonjour à ceux de Québec et de Sherbrooke. Ça me fait plaisir d'être de retour ici, à Montréal et au Cyrano en particulier. Ça fait un peu drôle d'être de retour après tellement d'années. Alors, donc je vais présenter aujourd'hui le résultat d'une étude que j'ai faite avec Jean-Philippe Agbante, qui est ici, sur l'impact du crédit d'impôt à l'investissement sur les investissements dans les biens qu'on appelle les fameux biens 29 et 43, donc les biens de matériel de fabrication et de transformation au Québec, de même que l'impact sur éventuellement d'autres investissements en machines et équipements. Et on va également regarder s'il y a eu un impact sur la productivité des entreprises québécoises. Je pousse la suite. Ici. Voilà. D'abord, pour situer un peu le contexte, pourquoi est-ce que c'est une étude que Cyrano m'a demandé de faire. Quel est l'intérêt de cette question? C'est qu'avant l'année 2008, donc c'est en 2008 que ce crédit d'impôt a été initié, les investissements au Québec étaient en chute et la productivité des entreprises québécoises, si on regarde sur cet acétate, on voit que la productivité des entreprises québécoises était, productivité du travail, je veux dire, était en dessous de la productivité de toutes les autres provinces, sauf les 3 provinces maritimes. Donc, c'est à ce moment-là que je crois que le gouvernement du Québec, également suite au rapport Gagné, de notre cher collègue Gagné, suite au rapport Gagné, l'idée a été de remplacer du crédit d'impôt à l'emploi par un crédit d'impôt à l'investissement. Plutôt qu'inciter les entreprises à employer plus de main-d'œuvre, l'idée, c'était d'inciter les entreprises à investir plus en machines, dans certains types de machines. L'idée étant que ces investissements dans les machines sont des investissements en même temps de nouvelles technologies et qui permettent à ce moment-là d'augmenter indirectement la productivité des entreprises. Donc ça, c'était le contexte. Et en plus, comme le rapport Gagné l'avait bien mentionné, ils avaient suggéré que les crédits d'impôt seraient différenciés suivant la localisation des entreprises. Donc les entreprises plus proches de la zone métropolitaine auraient des crédits d'impôt un peu moins élevés que les entreprises qui sont plus éloignées, donc plus au nord du Québec, donc loin du centre. Ces entreprises, pour qu'elles puissent concurrencer les autres entreprises sur la même pied d'égalité, à bras égaux. Qu'est-ce que c'est encore le titre de l'ouvrage? À armes égales, voilà, à armes égales, pour que tout le monde soit sur le même niveau de voilà, donc ça c'est de rapport Gagné. Alors l'historique du CI, du crédit d'impôt d'investissement, moi je vais l'appeler CI. Donc ça a été initié donc, le 14 mars 2008. Et vous voyez qu'il y a trois zones qui sont différenciées. La zone centrale, ça c'est la capitale, la Montérégie, la région de Québec, Montréal et ainsi de suite.
Puis la zone intermédiaire, avec Laguenay-Sac-Saint-Jean, la Mauricie et l'est du le Bas-Saint-Laurent et l'est du Bas-Saint-Laurent, et puis la zone éloignée avec Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, Côte-Nord, Gaspésie. Et vous voyez que l'idée, c'était que pour les entreprises qui avaient un capital versé inférieur à 250 millions de dollars, ils avaient droit à un crédit d'impôt à l'investissement sur les investissements de deux biens particuliers, les biens 29 et 43, dans la classification, enfin, dans l'annexe B des règles des impôts. Et il y avait un crédit d'impôt à l'investissement de 5%, qui était de 20% pour les entreprises des zones intermédiaires, 30% pour l'ouest du Bas-Saint-Laurent et l'est du Bas-Saint-Laurent, et de 40% pour les entreprises de la zone éloignée. Puis, le 11 décembre 2009, il y a eu un changement pour donner encore plus d'incitation. Alors, pardon, j'ai oublié de dire, pour les entreprises qui avaient donc un capital versé supérieur à 500 millions d'euros, les taux de crédit d'investissement étaient de 5% pour toutes les entreprises. Puis, en décembre 2008, on s'est dit qu'on va donner un peu plus de crédit d'impôt pour les entreprises de la zone centrale, donc 10 au lieu de 5 pour celles qui ont des petites entreprises de moins de 250 millions de capital versé. Puis, en novembre 2012, il y a encore eu un changement qui concernait surtout les entreprises de la zone intermédiaire, donc les plus petites entreprises de la zone intermédiaire. Et finalement, le 8 octobre 2013, il y a eu une différenciation supplémentaire pour les entreprises de moins de 20 millions de capital versé, qui avaient à ce moment-là un taux de crédit d'impôt, par exemple, pour la zone centrale de 20% au lieu de 10% pour celles entre 20 et 250 millions et 5% pour les grandes entreprises. Donc, il y a eu des changements au cours du temps dans ces crédits d'impôt, ce qui va nous permettre, justement, du fait qu'il y a des changements, on va essayer de pouvoir retirer de ces changements de l'inférence statistique sur l'impact de ces changements sur les investissements. Donc, voilà encore une fois, donc, vous connaissez mieux que moi les régions du Québec avec les trois zones qui sont différenciées. Donc, on fait un certain nombre d'hypothèses dans cette étude. Une première hypothèse, c'est qu'on suppose que tous les biens, tous les investissements concernent des biens neufs. Il fallait que ce soit des biens neufs pour qu'ils soient éligibles au crédit d'impôt à l'investissement. Maintenant, on ne sait pas toujours si les biens, ce sont des biens neufs ou bien si ce sont des biens qui sont rachetés, disons, qui sont vieux d'un an et qui sont rachetés sur le marché d'occasion. Ça, nous ne savons pas. Nous faisons l'hypothèse que ce sont des biens neufs. Donc, s'il y a un investissement dans les biens 29 et 43, c'est que ce sont des investissements éligibles. On ne sait pas s'il y a beaucoup de firmes qui soit répondent 0 ou bien il y a des données manquantes sur les investissements dans les biens 29 et 43. On fait l'hypothèse qu'on ne sait pas si ce sont des firmes qui n'ont pas demandé le crédit d'impôt ou bien si elles se sont vues refuser des crédits d'impôt à l'investissement. Nous, on fait simplement la constatation que ces entreprises-là n'avaient pas de crédit d'impôt à l'investissement. On n'a pas l'information pour pouvoir traiter, disons, d'un biais de sélection et d'avoir une équation de sélection qui déterminerait quel type d'entreprise demande le crédit d'impôt et quel type d'entreprise préfère ne pas demander. Nous ne savons pas non plus, et ça c'est dommage, que nous ne savons pas dans la base de données que je vais décrire dans quelques minutes, où se fait l'investissement. Et en fait, l'investissement, comme on l'a vu dans cette étape précédente, le taux de crédit d'impôt dépendait de l'endroit où se fait l'investissement. Donc, nous ne savons pas dans quelle zone géographique se fait l'investissement. Tout ce que nous savons, c'est le lieu du siège social de l'entreprise qui demande le crédit d'impôt, qui reçoit le crédit d'impôt. Donc, nous avons fait l'hypothèse que l'investissement se fait là où le siège social de l'entreprise est situé. Pour ce qui est de l'appartenance industrielle, on suppose que c'est la dernière appartenance industrielle qui vaut pour toute la période d'échantillonnage, et de même pour la localisation de l'entreprise, pour que les entreprises aient changé de localisation. Encore une fois, on suppose que c'est la dernière localisation qui est constante au cours du temps. Alors, des données que nous avons, ce sont des données de 2004 à 2013 pour toutes les entreprises manufacturières du Québec. Donc, c'est une belle base de données qui englobe la totalité de la population des entreprises québécoises et qui provient d'un appariement des données de Revenu Québec
et de l'Agence de revenus du Canada. Et l'appariement, là je remercie beaucoup M. Turgeon et l'équipe du ministère qui nous a aidé à mettre sur pied cette base de données. Ils ont fait l'appariement pour l'année 2012 et 90% des entreprises ont pu être à Paris. Naturellement, plus on s'éloigne de l'année 2012, moins l'appariement est bon, puisque normalement il faudrait le faire, disons, année par année. Mais c'est une première construction qui a été faite et qui donne lieu donc à une base de données qui, je pense, pourrait être exploitée à d'autres fins par la suite. Nous avons éliminé des valeurs extrêmes. Alors, les valeurs extrêmes sont déterminées de la façon suivante. Donc, c'est basé sur un papier qui a été écrit par Elisabeth Krem. Et l'idée, c'était que si les valeurs qui sont au-delà de la moyenne, plus ou moins 3 fois l'écart interquartile, donc la différence entre le premier quartile et le troisième quartile, s'ils sont en dehors de ces deux bornes, on élimine ces entreprises, on élimine ces observations-là pour un certain nombre de variables comme l'activité de l'entreprise, les impôts à payer, la taxe sur la masse salariale, etc. On a éliminé les valeurs manquantes ou les valeurs nulles pour l'actif, le chiffre d'affaires, la localisation du siège social, le domaine d'activité des entreprises, et on a éliminé les valeurs négatives sur la taxe sur la masse salariale et l'avoir des actionnaires. Finalement, pour les valeurs manquantes, pour les investissements en machinerie, et bâtiments, ainsi que pour les crédits d'impôt, ils ont été convertis, donc les valeurs nulles ont été remplacées par des valeurs manquantes ont été remplacées par des valeurs nulles. Et finalement, toutes les variables nominales ont été déflatées, soit par le déflateur de la productivité sectorielle, par exemple pour le chiffre d'affaires, soit par le déflateur de l'investissement pour justement les investissements dans les biens 29 et 43 et pour les autres investissements en machinerie, et finalement par l'indice implicite du PIB pour toutes les autres valeurs nominales. Donc voilà pour ce qui est des données. Alors, ce graphe-ci nous indique bien quel était le problème. Donc jusqu'à l'année, vous voyez jusqu'à la courbe dessus, donc la courbe en bleu, qui indique donc l'investissement dans le matériel de fabrication et de transformation, qui sont les deux biens pour lesquels on regarde le crédit d'impôt. On voit que jusqu'à l'année 2007, c'était en baisse, et on voit qu'à partir de 2008, il y a une augmentation, donc c'est probablement, enfin, c'est ce qu'on espère, suite au crédit d'impôt à l'investissement. Il faudra qu'on détermine si c'est bien ça ou bien si ce sont d'autres variations de variables explicatives qui peuvent avoir causé cette augmentation de l'investissement. Et on voit qu'après cela, l'investissement, en tout cas, a un trend ascendant après 2008. La ligne en rouge, c'est la ligne des crédits d'impôt à la recherche-développement. On voit qu'à partir de 2010, la ligne en vert, qui indique les crédits d'impôt à l'investissement, est au-dessus de la ligne en rouge. Donc le crédit d'impôt à l'investissement, à partir de 2010, est même plus important que le crédit d'impôt à la recherche-développement pour les entreprises québécoises. Donc, quelques statistiques descriptives. Ici, nous avons donc il manque malheureusement le total, qui est ici en dessous, peu importe. Donc, pour le total des entreprises, nous avons les investissements, la moyenne des investissements par secteur. Donc, par exemple, dans le pétrole et le gaz, nous avons en moyenne 260 000 à peu près investissements en matériel de fabrication et de transformation, donc en moyenne par entreprise. En moyenne 934 $ de crédit d'impôt par entreprise. Et au total, nous avons 620 entreprises qui ne font qu'un quart de % de la totalité des entreprises. Vous voyez que les entreprises, les secteurs, les 3 grands secteurs où il y a le plus d'investissement dans ce matériel de transformation de fabrication sont transformation des matières, pétrole et gaz et industrie minière. Ce sont les 3 grands secteurs dans lesquels il y a énormément d'investissements et donc où les entreprises peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt. Ce sont probablement, j'imagine, je ne connais pas tellement bien
la répartition des activités économiques au Québec, mais je pense que ce sont des entreprises qui sont situées dans les zones intermédiaires et les zones éloignées, donc qui bénéficient de crédits d'impôt majoritaires. Donc voilà, en gros, donc notre appartenance industrielle des entreprises de notre échantillon. Ici, nous avons la répartition des entreprises de notre échantillon dans les trois grandes zones, donc la zone centrale, la zone intermédiaire et la zone éloignée. Et on voit par exemple que dans la zone éloignée, donc, vous voyez au bas, vous voyez que le crédit d'impôt à l'investissement est beaucoup plus élevé en moyenne que dans la zone centrale et dans la zone intermédiaire. Donc ça, c'est parce que les crédits d'impôt étaient beaucoup plus importants. Donc, ces entreprises qui pouvaient revendiquer les crédits d'impôt en recevaient beaucoup plus parce que les taux étaient majorés pour ces entreprises. Ici, nous avons la répartition par rapport à la taille des entreprises. Et nous avons trois grands groupes. On distingue les entreprises de grande taille. Ce sont celles avec un actif de plus de 50 millions de dollars et un chiffre d'affaires qui est plus grand que 50 millions de dollars. Les petites sont celles avec des actifs inférieurs à 15 ou un chiffre d'affaires inférieur à 10. Et entre les deux, vous avez les entreprises de taille moyenne. Alors, on voit encore une fois que le plus grand nombre d'entreprises, ce sont des petites entreprises qui font à peu près 96% du total des entreprises de notre échantillon. Donc, à peu près, disons, presque 100 fois plus que les grandes entreprises. Mais néanmoins, on voit que les investissements, ce sont surtout des investissements qui sont faits par les grandes entreprises. Vous voyez, 541, presque 542 000 en moyenne par entreprise. Donc, c'est beaucoup plus que les 2300 pour les petites entreprises. Donc, cette première statistique descriptive nous montre que les investissements sont une fonction de la taille des entreprises, sont une fonction de l'appartenance des entreprises à différentes industries et sont une fonction de la localisation des entreprises. Donc, il va falloir contrôler pour ces variables dans notre équation qui explique l'investissement des entreprises. Alors, comme méthode, nous allons utiliser deux méthodes. Je vais d'abord indiquer la méthode de ce qu'on appelle les doubles différences, ou bien ce qu'on appelle souvent la méthode definitive, difference in differences. L'idée, c'est que vous avez deux périodes. Vous avez donc sur l'axe horizontal, vous avez le temps, et sur l'axe vertical, par exemple, les investissements des entreprises. Vous voyez qu'il y a un petit emplacement sur l'axe horizontal qui différencie le avant et l'après. Donc, 2008, par exemple, c'est là que, pour la première fois, il y a eu un crédit d'impôt à l'investissement. Alors, en dessous, dans la courbe du dessous, vous avez le groupe de contrôle. Donc, ce sont les entreprises qui n'ont pas investi dans les biens 29,43 ou bien qui n'ont pas reçu de crédit d'impôt ou qui n'ont pas demandé de crédit d'impôt à l'investissement. Au-dessus, vous avez le groupe de traitement. Ce sont des entreprises qui ont reçu un crédit d'impôt à l'investissement. Alors, il y a déjà une différence entre les deux groupes d'entreprises, même avant l'introduction du crédit d'impôt à l'investissement. Donc, cette différence-là, c'est la première différence. La différence donc, qui est due au fait que les entreprises du groupe traité investissent déjà en soi plus que les entreprises du groupe de contrôle. Puis après cette division sous l'axe horizontal, donc après l'introduction du crédit d'impôt à l'investissement, vous avez une augmentation de la pente. Donc, la tendance d'investissement a augmenté. Ça, c'est dû au crédit d'impôt à l'investissement. Supposons qu'il n'y ait pas d'autres modifications, c'est dû à ce crédit d'impôt à l'investissement. Puis, dans le groupe traité, vous avez j'ai fait une courbe à peu près parallèle à celle du groupe de contrôle, c'est encore une fois pour tenir compte de la différence d'investissement entre les deux groupes, indépendamment du crédit d'impôt. Et puis, vous avez une pente qui est un peu plus forte pour les entreprises du groupe traité après 2008. Donc, c'est cette pente-ci. C'est là. Et la différence entre les deux pentes, ça, c'est la double différence. C'est vraiment l'impact du crédit d'impôt à l'investissement. Donc, la différence entre le groupe 1 et le groupe 2 et entre avant et après. Donc, ça, c'est la méthode des doubles différences. Maintenant, s'il y a eu d'autres variables qui ont changé au cours du temps, qui pourraient expliquer pourquoi la tendance est plus forte après 2008 qu'avant 2008, ça peut être dû, par exemple, à la taille des entreprises, ça peut être dû à
conjoncture économique, toutes ces choses-là doivent être contrôlées. Donc, on contrôle pour ça, pour s'assurer que ce qu'on capte est vraiment dû au crédit d'impôt à l'investissement. Il est important également de vérifier que la tendance était la même avant l'introduction du crédit d'impôt à l'investissement. Pas qu'on attribue au crédit d'impôt des choses qui sont dues à d'autres choses. Maintenant, vous avez vu qu'il y a eu au moins 4, jusqu'à 2013, en tout cas 4 changements dans le crédit d'impôt d'investissement. Donc, il y a 4 fois un graphe comme celui-ci, si vous voulez. Alors, pour tenir compte de ces changements, ce que nous avons fait, nous avons considéré qu'il existe 4 générations d'entreprises. Donc, la génération 2008, c'est celle qui, pour la première fois, a demandé ou reçu des crédits d'impôt en 2008. La génération 2009, c'est celle qui, pour la première fois, a demandé ou reçu des crédits d'impôt en 2009, et ainsi de suite. Donc, on différencie chaque génération d'entreprise. Et donc, il va y avoir des différences, même avant l'introduction du crédit d'impôt, pour chacune des générations. Et puis, pour chaque génération, on va tenir compte de différences dans les pentes dues aux variations dans le crédit d'impôt d'investissement. Donc, pour la génération 2009, il y aura une pente différenciée de 2009, puis une autre en 2012 et une autre en 2013. Chaque fois qu'il y a eu un changement dans le crédit d'impôt, on associe à ce changement une possible variation dans la pente de la tendance après l'introduction du crédit d'impôt ou du changement dans le crédit d'impôt. Donc, en termes algébriques, voilà ce que ça donne. La ligne du dessus, c'est celle qui indique tout simplement lorsqu'il y a un seul changement. Vous avez B0, c'est pour donner l'origine. Puis vous avez la somme des bêta J, X, Y, T, J. Ça, ce sont toutes les autres variables qui peuvent avoir une influence sur l'investissement. Donc, la localisation, l'appartement géographique, la capitalisation, donc le rapport chiffre d'affaires sur actif, sur ça, l'année, la conjoncture, et ainsi de suite. Donc, on tient compte de toutes ces choses-là. Et puis, le CII, le DCII, c'est la dichotomique qui indique que, par exemple, en 2008, il y a eu un changement de crédit d'impôt à l'investissement. La dichotomique DT, la dichotomique CII, c'est la dichotomique qui différencie celles qui ont reçu le crédit d'impôt et celles qui n'ont pas reçu le crédit d'impôt. La dichotomique DT, c'est celle qui différencie le avant et l'après. Et la dichotomique DID, c'est la dichotomie en fait d'interaction entre DT et DCI, c'est celle qui indique les entreprises après 2008 qui ont eu accès au crédit d'impôt à l'investissement. Et donc ça, c'est vraiment le B3, c'est le coefficient qui nous intéresse. On veut voir si ce B3 est positif et significatif. C'est ça le but de cette estimation. Maintenant, dans la deuxième équation, c'est juste une généralisation où je dis, au lieu d'avoir un DCII, on en aura un pour chaque génération. Donc, on aura la génération 2008, 2009, 2010, et ainsi de suite. Donc, chacune des générations va avoir des possibilités, va avoir éventuellement une propension à investir dans ces biens 29 et 43 qui est différente des autres. Puis, nous aurons des dichotomiques de temps qui indiquent les différents changements dans le crédit d'impôt, dans l'origine du crédit d'impôt à l'investissement, et puis les interactions entre ces deux dichotomies. Alors ça, je crois que ça résume pas mal, ce graphique résume pas mal également les résultats que nous allons obtenir par l'estimation kinétique. La ligne en bleu, qui est vraiment une pente descendante, ça représente les entreprises qui n'ont pas reçu de crédit d'impôt à l'investissement. Jamais sur toute la période, ces entreprises n'ont reçu de crédit. Vous voyez que les investissements de ces entreprises-là sont en gros en baisse. Il y a une tendance négative, même si de temps en temps, il y a un sursaut dans les investissements. Puis vous avez la deuxième ici, celle en pointillé bleu. Ça représente les investissements dans le bien 43, encore une fois, pour les entreprises de la première génération, la génération 2008. C'est-à-dire les entreprises qui ont pour la première fois demandé le crédit d'impôt en 2008. Alors on suppose également, j'ai oublié de dire, qu'implicitement on suppose que si on a reçu le crédit d'impôt en 2008,
on va le recevoir par la suite. Donc, une fois qu'une entreprise qui, en 2008, a demandé le crédit d'impôt et l'a reçu, va également le demander et peut-être le recevoir, on suppose qu'elle va aussi le recevoir pour toutes les années suivantes. Là, on voit donc que l'investissement était en baisse jusqu'en 2007, et puis en 2008, ça augmente un petit peu, ça baisse de nouveau en 2009, et puis ça augmente. Mais en gros, vous voyez que le niveau des investissements est plus élevé après 2008 qu'avant 2008. La courbe pointillée en rouge, ça représente les investissements de la génération 2009. On voit encore une fois qu'en 2009, ça a augmenté. Ça baisse un petit peu en 2011, mais encore une fois, en moyenne, c'est plus élevé après 2009 qu'avant 2009. Même chose pour la génération 2010. Pas tout à fait. En 2010, il y a eu une augmentation assez forte de l'investissement dans ces deux biens-là, mais ça a légèrement baissé par la suite. En 2011, alors la courbe en jaune ou en orange, on voit encore une fois qu'il y a eu un sursaut en 2011. Ça, ce sont ceux qui, pour la première fois, l'ont demandé en 2011, et on voit qu'encore une fois, l'investissement est supérieur après 2011 qu'avant, et finalement, la dernière courbe, c'est la génération 2012. C'est 2013, pardon, 2013. Donc, on voit qu'il y a une augmentation de l'investissement en 2013. Donc ça va pas mal résumer également les résultats que nous allons obtenir par la suite. Ici, ça c'est la même chose en termes chiffrés. Vous avez encore une fois dans la première colonne les non-utilisateurs et puis la génération 2008, 9, 10, etc. Vous voyez qu'il y a quand même 1,7 million d'entreprises qui n'ont jamais reçu de crédit d'impôt d'investissement pour ces deux biens. Vous voyez que le plus grand pourcentage d'entreprises dans chaque génération, le plus grand pourcentage, c'est les entreprises de la zone centrale, c'est clair, mais on voit également qu'il y a eu une baisse dans le pourcentage des entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt de la zone centrale, avec une augmentation dans le pourcentage des entreprises des zones intermédiaires et éloignées. Et en termes de taille, c'est surtout les petites entreprises, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on l'a vu dans les statistiques descriptives, en termes de quantité, en termes de quantité moyenne d'investissement, c'est surtout des grandes entreprises qui ont investi dans les biens. Et finalement, nous avons une dernière catégorie, c'est le HQ hors Québec. Ce sont les entreprises dont le siège social est hors du Québec, mais qui ont des entreprises qui sont établies au Québec, donc qui ont des filiales installées au Québec, et qui, à cause de ces filiales, peuvent bénéficier pour les activités du Québec, les investissements faits au Québec, du crédit d'impôt à l'investissement. Alors là, nous avons le pourcentage des premiers utilisateurs de crédit d'impôt à l'investissement. Donc, par exemple, les firmes qui ont reçu le crédit d'impôt à l'investissement pour la première fois en 2008, ça représente 0,66% des entreprises de notre échantillon. Et en fait, on voit qu'il n'y a que 3,18% des entreprises de notre échantillon, environ 270 000, 70 000 entreprises, qui ont reçu le crédit d'impôt à l'investissement. Il n'y en a pas beaucoup. Et on voit que c'est à peu près la même chose, plus ou moins. Donc, ça a baissé un petit peu au temps. Donc, c'est surtout en 2008. 0,61% des entreprises ont demandé le crédit d'impôt. Et en 2013, par exemple, 0,46%. Et en termes de pourcentage de firmes qui ont des investissements dans les biens 29 et 43, 15 676 entreprises qui ont investi dans les biens 29 et 43, uniquement la moitié ont reçu des crédits d'impôt d'investissement. Alors, comme je disais, il est important de contrôler si avant la mise en place de ce crédit d'impôt, ou la première fois qu'on utilise le crédit d'impôt, il n'y a pas de différence systématique entre celles qui, par après, vont revendiquer ou recevoir le crédit d'impôt et celles qui ne vont pas le revendiquer. Et pour ce faire, ce qu'on a fait, par exemple, pour la génération 2008, donc c'est ceux qui, pour la première fois en 2008, reçoivent le crédit d'impôt, on a comparé le taux de croissance de l'investissement entre 2006 et 2007 pour ces entreprises-là et les entreprises du groupe de contrôle, c'est-à-dire celles qui n'ont jamais reçu de crédit d'impôt d'investissement. Et ce qu'on rapporte sur ce tableau-là, ce sont les valeurs P, donc les p-values, des différences du test de différence de moyenne de taux de croissance entre ces deux groupes d'entreprises. Et vous voyez,
à deux exceptions près. Donc, les firmes qui ont reçu au moins une fois le crédit d'impôt après 2008, il y a une p-value de 0,07. Donc, par exemple, si on prend comme référence un taux de signification de 10%, à ce moment-là, on dirait qu'il y a une différence significative, mais à 5%, la différence n'est pas significative. Donc, la seule différence significative qui resterait à 5%, c'est pour les entreprises qui ont revendiqué le crédit d'impôt pour la première fois en 2009. Pour toutes les autres, il n'y a pas de différence systématique avant l'introduction de la première demande du crédit d'impôt. Alors, voici l'estimation des doubles différences. Donc, on a trois types de modèles. Dans la première colonne, ce qu'on appelle le modèle 0, on compare les entreprises du groupe de contrôle, donc celles qui n'ont jamais reçu de crédit d'impôt sur toute la période, avec les entreprises qui ont au moins une fois, après 2008, reçu du crédit d'impôt d'investissement. Et on voit par exemple que celles de la génération, disons, après 2007, elles font 0,108 de moins, donc 0, comme c'est en l'or, c'est 10% de moins d'investissement que les autres. Pardon, ça c'est l'effet après 2007. Donc c'est l'effet qui est dû au temps. Et c'est probablement dû au fait qu'après 2007, c'est la période de la crise, le début du subprime, etc. Donc, moins d'investissements se faisaient après 2007 qu'avant 2007. Puis, nous avons les utilisateurs, donc au moins une fois après 2007. On voit qu'après 2007, il y a eu une augmentation, 0,739, significative à 1%, augmentation de l'investissement pour les entreprises qui font partie de la génération 2007. Donc, celles qui ont au moins une fois investi après 2007 faisaient plus d'investissements que celles, même avant 2007, que celles qui n'ont jamais reçu le crédit d'impôt. Mais le plus important, c'est toujours dans la première colonne, c'est la suite du tableau. Vous voyez là l'interaction, donc la poste numéro 5, l'interaction après 2007. Ça, c'est le fameux coefficient B3 de tout à l'heure. C'est celui-là qui capte le définitif. Ça veut dire que les entreprises qui ont reçu du crédit d'impôt après 2007, à cause du crédit d'impôt, font 22% de plus d'investissement que celles qui n'avaient jamais reçu de crédit d'impôt. Puis dans la deuxième colonne, le modèle 1, la différence par rapport à la première colonne, c'est que là, au lieu de dire on différencie le après 2007 et le avant 2007, on va cette fois-ci différencier chaque génération après 2007. Et on voit que la génération 2008 avait tendance à faire plus d'investissements que la génération 2007 et la génération avant 2007. La génération et ainsi de suite, plus vous avancez dans le temps, plus donc les générations plus jeunes avaient tendance à faire moins d'investissements que les générations plus vieilles, donc celles qui dès le début ont demandé le crédit d'impôt d'investissement. Et si on regarde les interactions maintenant, il va y avoir 6 interactions entre les différentes générations et la mise en place du crédit d'impôt. Et on voit qu'à part la génération 2012, l'effet est chaque fois significatif. Donc, encore une fois, on trouve que même si on différencie année après année, on voit qu'il y a un effet systématique du crédit d'impôt à l'investissement qui est plus important, par exemple, pour la génération 2013 que pour la génération 2008. Donc, l'effet est plus fort pour la toute dernière génération, celle qui l'a demandé pour la première fois en 2013, que pour les entreprises de 2008. Donc, c'est peut-être dû au fait que, rappelez-vous, le changement qui a eu lieu en 2013, c'était pour les toutes petites entreprises, celles de moins de 50 millions d'actifs. Et donc, ces entreprises-là recevaient un crédit d'impôt beaucoup plus élevé que les autres. Donc, c'est peut-être pour ça que l'effet est également plus élevé, parce que le taux de crédit d'impôt était tout simplement plus élevé pour ces entreprises. Et finalement, dans la troisième colonne, en plus de faire cette distinction entre générations, on permet maintenant à l'effet du crédit d'impôt d'être différencié suivant l'année
où a eu lieu le changement du crédit d'impôt. Donc, par exemple, pour la génération 2008, on aura la génération 2008 pour l'investissement 2008-2009, 2010, 2012 et 2013. Donc, ce seront les 3 périodes, en fait, il y a 4 au total. Pour cette génération-là, il y a eu 3 changements dans le temps et on regarde l'effet que chacun des changements a eu sur l'investissement. Et on voit que l'effet a été significatif à chaque fois, sauf encore une fois pour la génération 2012, pour l'année 2013. À part ça, il y a chaque fois eu un choc systématique donc qui est un peu plus élevé. Ce qui est intéressant, c'est que, regardez ici, c'est chaque fois la première année que le changement a eu lieu pour cette génération que l'effet est plus important. Donc les firmes qui demandent le crédit d'impôt, quand elles peuvent le demander, c'est à ce moment-là que l'effet est le plus important sur leur investissement et par après, ça baisse un petit peu. C'est ce qu'on a vu sur les graphiques. Vous voyez que l'année où le crédit d'impôt avait changé, il y avait une augmentation d'investissement et après, ça faisait. Donc, première constatation, on trouve que le crédit d'impôt à l'investissement a eu un impact positif sur l'investissement des entreprises qui ont pu bénéficier de ce crédit d'impôt. Puis on regarde s'il n'y a pas une hétérogénéité géographique. Ici, entre les 3 régions, la zone centrale, la zone intermédiaire et la zone éloignée, il n'y a pas eu de différence dans l'impact du crédit d'impôt. Donc, on estime cette fois-ci zone par zone. Donc, on fait ici 4 zones, la zone centrale, la zone intermédiaire, la zone éloignée. Et on a pris séparément la zone des entreprises dont le siège social est situé en dehors du Québec. Et on voit que, alors, intéressons-nous seulement au coefficient d'interaction, au bas du tableau, et on voit encore une fois que pour toutes les zones, sauf pour la génération 2012, l'effet est significatif et positif. C'est surtout pour la zone centrale et pour la zone intermédiaire, pour la génération 2008 et 2009. Après ça, ce n'est plus significatif. Donc, pour la zone éloignée et pour la zone hors Québec, l'impact du crédit d'impôt n'a pas été... En tout cas, il y a trop peu d'estimations précises pour que l'on puisse dire qu'il y a eu un impact significatif sur l'investissement pour ces entreprises. Ce qui éventuellement pourrait suggérer que ces entreprises-là qui ont reçu du crédit d'impôt à l'investissement ont peut-être bénéficié du crédit d'impôt à ce qu'on appelle un effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'elles ont bénéficié du crédit d'impôt, mais ça veut pas dire que systématiquement, elles ont fait plus d'investissements que ce qu'elles n'auraient fait sans avoir obtenu le crédit d'impôt. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait revérifier par une autre approche. Vraiment voir s'il s'agit d'un effet d'aubaine ou bien d'autre chose. Puis on s'est posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un effet du crédit d'impôt sur d'autres investissements que les biens 29 et 43? Les biens 29 et 43, ça fait environ 10,5% des investissements en machines. Donc, regardons si le crédit d'impôt sur un type d'investissement n'a pas aussi eu un impact sur d'autres investissements à cause de complémentarité entre différents types d'investissements. Si j'investis dans les biens 29 et 43, j'ai peut-être besoin également d'investir dans d'autres machines parce que tout simplement, j'ai besoin de ces 2 types de machines pour progresser dans ma production. Donc, on s'est posé cette question-là. Cette fois-ci, on a régressé les investissements dans les autres biens sur, encore une fois, les mêmes variables explicatives et le crédit d'impôt, donc les dichotomies d'introduction du crédit d'impôt, de génération et d'interaction entre génération et dichotomie d'entrée en vigueur du crédit d'impôt. Et là, encore une fois, on voit un effet significatif pour l'entièreté des entreprises. La plupart du temps, en tout cas, dans 2 cas, un cas 10%, un cas 5% et 2 cas 10% de significativité pour les entreprises de la zone centrale et un petit peu pour les entreprises de la zone intermédiaire et les entreprises de la zone hors Québec, donc, qui sont situées, le siège social est situé en dehors du Québec. Donc on voit qu'il y a également un phénomène de complémentarité qui n'est très évident que pour l'entièreté des entreprises. Ce qui est possible, c'est qu'on a l'échantillon est tout simplement trop faible si on regarde ça zone par zone, et surtout pour ce qui est de la zone éloignée, de la zone intermédiaire, il y a trop peu d'entreprises pour qu'on puisse
capter un effet significatif du crédit d'impôt d'investissement. Mais si on rassemble toutes les zones sans faire la distinction géographique, à ce moment-là, on voit qu'il y a un effet positif croisé du crédit d'impôt d'investissement des biens 29 et 43 sur d'autres investissements. Et finalement, on se pose la question s'il n'y a pas un effet indirect sur la productivité du travail des entreprises. Donc, les entreprises qui ont investi dans les biens 29 et 43 ont investi dans les nouvelles machines qui incorporent la nouvelle technologie, et du fait qu'il y a une capitalisation plus intensive, donc le ratio capital-travail est plus important, il est normal, on s'attend à ce que la productivité du travail des entreprises augmente. Et encore une fois, on voit ça de façon significative, du moins pour les générations 2008, 2009 et 2010, pour toutes les zones et la zone centrale, mais pas tellement pour les autres zones. Encore une fois, soit il s'agit d'un échantillon trop faible, ou bien c'est qu'il se peut aussi qu'on ne voit pas l'effet immédiatement, c'est que ça prend du temps avant que les nouvelles machines, l'achat et l'utilisation de nouvelles machines se répercutent sur les chiffres de la productivité des entreprises. Donc voilà, ça c'était la première approche, l'approche DIF. Puis on s'est dit, on va regarder une deuxième approche, et moi je suis plutôt partisan de la deuxième approche, mais ça nous a donné beaucoup de travail, cette deuxième approche. C'est l'approche plus structurelle, ce qu'on appelle l'approche dans la théorie de l'investissement, le coût d'usage du capital. Le coût d'usage du capital, c'est, on a un capital, donc le capital des biens 29 et 43, considérons ça comme un capital, et les investissements, c'est tout simplement des changements dans ce capital. Dans la théorie de l'investissement, qui remonte à Dale Jorgensen, dans les années 1963, c'est un des premiers qui a modélisé ce type de variable dans les fonctions d'investissement. On a cette variable qu'on appelle le coût d'usage du capital, qui représente, comme son nom l'indique, ce que ça coûte pour utiliser du capital. Et intuitivement, ce que ça coûte, c'est premièrement le taux de dépréciation du capital, et deuxièmement, le taux d'intérêt sur le capital investi. On aurait très bien pu mettre ce capital, on aurait pu l'investir dans des actions ou bien dans les bons du trésor et avoir un certain taux de rendement, alors que lorsqu'on investit dans les machines, il faut au moins récupérer ce taux de rendement. Donc ça, ce sont les deux composants principaux du coût d'usage, d'où il faudrait défalquer éventuellement l'augmentation dans le prix d'achat des machines. Si ces machines ont augmenté de valeur, à ce moment-là, on peut éventuellement les revendre sur le marché, autant qu'il y a un marché secondaire pour ces machines, et à ce moment-là, le coût d'usage va baisser. Ça, c'est donc le coût d'usage. Pensez à une entreprise qui se spécialise dans la constitution de capital et qui loue ces machines à d'autres entreprises. Elle va louer ces entreprises au coût d'usage, c'est-à-dire le taux de dépréciation, elle va vouloir récupérer le taux de dépréciation et le taux d'intérêt, moins éventuellement l'augmentation de le prix des machines. Et puis à ça, il faut ajouter maintenant ce qu'on appelle dans la littérature sur les crédits d'impôt et la recherche l'indice B. Et l'indice B, c'est en quelque sorte, on multiplie ce coût d'usage que je viens de définir par une certaine quantité qu'on appelle l'indice B, qui résume tous les crédits d'impôt qui sont reliés à l'investissement dans ces machines. Alors, le crédit d'impôt ici, ça veut dire, prenons un exemple, si vous investissez pour $100 en machine et que vous avez des crédits d'impôt qui font qu'après taxe, ça ne vous coûte plus, donc, soustrayant les crédits d'impôt, ça ne vous coûte plus que $40. Vous posez la question, combien est-ce que je devrais recevoir, faire avant impôt pour récupérer au moins ma mise de $100 au début qui ne m'a coûté en fait que $40. Et bien, si le taux de crédit d'impôt, si le taux d'impôt sur le bénéfice des entreprises est de 50%, il faut que, avant taxe, je fasse au moins 80 millions de recettes, ce qui me fait après taxe 40 pour récupérer mon investissement. Donc à ce moment-là, 80 par rapport à 0,8, c'est mon indice B. Donc plus le taux de crédit d'impôt est important, plus bas sera cet indice B, et donc plus bas sera mon coût d'usage après taxe, tenant compte des crédits d'impôt, mon coût d'usage du capital,
Et plus le taux de taxation sur le bénéfice des sociétés est important, moins grand sera cet indice B et plus cher sera mon coût d'usage du capital. Donc on a construit ce coût d'usage, on a construit en tenant compte de toutes les différences qu'il y a entre zones, dans le temps, dans le crédit d'impôt, et également dans toutes les différences qui sont dues au fait que certains crédits d'impôt sont remboursables, d'autres ne le sont pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je n'ai pas suffisamment de bénéfices pour pouvoir récupérer mon crédit d'impôt, c'est-à-dire pouvoir le soustraire de ce que je dois payer comme taxe, si je n'ai pas assez de bénéfices taxables, à ce moment-là, je peux le reporter, ou bien je peux être remboursé immédiatement comme si j'avais eu assez. Mais ça, ce n'est le cas que jusqu'à un certain montant, et ça varie au cours du temps. Et ça varie également en fonction du degré de capitalisation des entreprises. On a tenu compte de toutes ces choses-là pour construire un coût d'usage du capital dans les biens 29 et 43. Donc, je n'ai pas fait de slide avec ce long coût d'usage, c'est un peu fastidieux, mais je vous présente ici les données sur le coût d'usage du capital. Vous voyez, donc, on a pour chaque année, de 2005 à 2013, donc la moyenne, la deuxième colonne, la troisième colonne, vous voyez qu'en 2005, le coût d'usage, ça c'est le coût d'usage, est de 0,4. Donc pour $1 de capital, je paye 0,45 le coût d'usage. Et vous voyez que le coût d'usage a baissé au cours du temps, jusqu'en 2009, il n'était plus que de 0,2, et puis il a légèrement augmenté, et puis de nouveau rebaissé de 0,245 en 2013. Plus important pour les petites que pour les grandes entreprises, parce que les petites entreprises ont droit à des crédits d'impôt qui sont plus importants que les grandes entreprises. Parce qu'on se dit que les petites entreprises ont besoin de plus de crédits d'impôt parce qu'elles ont plus de difficultés à se financer sur le marché des fonds. Donc c'est tout à fait normal que les petites aient un coût d'usage inférieur aux grandes entreprises. Et finalement, en fonction des régions, on voit que le crédit d'impôt, encore une fois, le coût d'usage est plus bas dans les zones éloignées que dans les zones intermédiaires et les zones centrales, encore une fois, à cause des différences dans le crédit d'impôt à l'investissement. Donc voilà donc nos variations dans le crédit d'impôt. Donc ça varie au cours du temps, en fonction de la taille des entreprises, en fonction de la localisation des entreprises. Alors le modèle un peu plus compliqué que ce modèle structurel. On part d'une fonction de production avec deux inputs, le capital dans les biens 29 et 43 et tous les autres inputs qui sont représentés par la variable X, donc c'est le travail et toutes les autres machines et les bâtiments. Et on suppose une fonction de production CES, donc une fonction élasticité de substitution constante, avec une élasticité de substitution de 1 sur 1 sur 1 plus ρ. On suppose que l'entreprise maximise son profit, ce qui lui fait une fonction du premier ordre qui dit que coût marginal égale bénéfice marginal. On résout cette condition du premier ordre pour le capital optimal, K étoile IT, qui varie donc pour chaque entreprise et pour chaque observation de temps, et qui est donné par la deuxième équation. On passe à une transformation logarithmique, comme ça c'est joliment multiplicatif, ça devient linéaire dans les logarithmes des variables. Puis on suppose une demande à élasticité prix constante. Donc l'inverse de l'élasticité prix, c'est epsilon. Et QI quand IT, c'est toutes les autres variables qui peuvent avoir eu un impact sur la quantité autre que le prix du produit. On remplace donc l'équation 4 dans l'équation 3, ça nous donne l'équation 5, qui nous indique maintenant que le capital optimal en transformation logarithmique, qui dépend du coût d'usage, qui est le petit u, du chiffre d'affaires V. Alors, G, c'est le chiffre d'affaires non pas réel, mais nominal. On n'a pas généralement, quand on a des données d'entreprise, on n'a pas le prix auquel le produit est vendu par l'entreprise. Parlons même pas de chaque produit séparément, mais l'indice des prix particuliers à cette entreprise. On n'a pas ça. En général, ce qu'on a, on a des indices de prix au niveau sectoriel. Mais déflater au niveau sectoriel plus qu'au niveau individuel, ça nous donne des biais, des erreurs de mesure.
Donc, l'idée, c'est de travailler directement avec les données nominales plutôt que de travailler avec les données réelles. Et donc, finalement, on se dit, donc ça, c'est le stock de capital optimal, le petit K étoile. Et puis, on se dit qu'à cause de coûts d'ajustement, de délais dans les ajustements, de retard dans les anticipations et tout ça, time to build, il y a un certain délai. Et on représente ça à ce moment-là par une fonction dynamique avec des délais de premier ordre. Donc, le stock observé pour l'entreprise I au temps T est une fonction du stock de l'année précédente, du chiffre d'affaires de cette année-ci et de l'année précédente, du coût d'usage de cette année et de l'année précédente, plus des effets spécifiques à chaque année, c'est les éclatés, des effets spécifiques à chaque entreprise, alpha I, et un effet idiosyncratique eta IT. Donc, c'est un modèle à composants d'erreur. Et puis, on peut réécrire ce modèle en termes de modèle à correction d'erreur, qui nous permet de nous donner en même temps les élasticités de prix de court terme. Sigma 0, ça c'est l'élasticité de prix de court terme, et l'élasticité de prix de long terme qui est donnée par moins, entre parenthèses, sigma 0 plus sigma 1 sur 1 moins xi 1. Donc ça, c'est notre deuxième approche, l'approche par le coût d'usage du capital. Là, malheureusement, nos résultats sont moins probants que ceux qu'on a obtenus avec la première approche. On a essayé pas mal de choses, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Et malheureusement, on a dû, à la fin de beaucoup de tentatives, on se dit qu'il va falloir arrêter parce qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose de significatif. Donc, lorsqu'on estime cette équation du modèle à correction d'erreur par la méthode des moindres carrés ordinaires, qui n'est pas la méthode la plus efficiente parce qu'on ne tient pas compte à ce moment-là de la dimension panel, donc des trois effets individuels. Là, on obtient un effet de court terme qui est significatif, moins 0,25. Donc maintenant, c'est un effet négatif, puisque si le coût d'usage baisse à cause des crédits d'impôt de la recherche, je m'attends à ce que les entreprises investissent plus. Donc c'est normal qu'on ait un coefficient négatif, et on a un coefficient négatif avec une élasticité de 0,12. À long terme, il faudrait diviser ça par, long terme, il faut diviser par 1 moins xi, donc c'est beaucoup plus important. Il faut diviser par environ 50 fois plus important. 50 fois plus important, ça voudrait dire une élasticité de 5. Ça, franchement, c'est un peu élevé. Puis, dans la deuxième colonne, on a tenu compte de l'effet fixe, on l'estime par la dimension within, en tenant compte de l'effet fixe individuel et temporel. Et à ce moment-là, on n'obtient plus un effet qui est significatif pour le coût d'usage. C'est 0,038, la plus bon signe, mais il n'est pas significatif de toute façon. Puis on a fait par la méthode GMN-DIF, se disant que le capital de la période retardée dans un modèle dynamique, ça crée des biais, ça crée un biais vers le bas, si on l'estime par les moindres carrés ordinaires. Donc ce qu'on peut faire, c'est instrumenter le capital de la période précédente. Et on l'a instrumenté par le capital de 2 périodes dans le passé. Donc c'est la méthode GMN-DIF. Et la quatrième colonne, c'est la méthode GMN6, où en plus d'exploiter l'orthogonalité entre le changement dans les erreurs et les niveaux des instruments, on exploite la complémentarité entre le niveau des erreurs et le changement des instruments. Dans les deux cas, on n'obtient pas de coefficient significatif, mais on obtient au moins le bon signe, mais pas significatif pour le crédit d'impôt à l'investissement. Cette fois-ci, si on prend par exemple, disons, ça c'est l'estimation que nous trouvons la meilleure dans cette approche-là, on obtient une élasticité de court terme de moins 0,33 et une élasticité de long terme à peu près 10 fois plus élevée, donc de 3,3. Au moins, l'élasticité de court terme, elle est similaire à une étude qui a été faite sur les données françaises de Mérez et Kremp, sur les données françaises individuelles,
ils obtiennent également quelque chose de cet ordre de grandeur. Donc, on trouve que le résultat n'est pas loufoque, c'est un résultat qui a de l'allure, sauf que malheureusement, statistiquement parlant, ce n'est pas significatif. Donc, pour résumer, on obtient en moyenne, on peut conclure que le crédit d'impôt à l'investissement a augmenté l'investissement des entreprises dans les biens 29 et 43, donc les matériels de fabrication et de transformation, environ de 22%. Une augmentation de 22% dans les investissements qu'on peut attribuer au crédit d'impôt à l'investissement. Il y a des différences entre régions. L'impact le plus important, c'est celui qu'on a vu dans les zones éloignées. On a vu également qu'il y a des effets croisés sur les investissements dans les biens autres que les biens. On voit également que l'effet le plus important, c'est la première année où on utilise le crédit d'impôt. C'est là vraiment que les entreprises bénéficient du crédit d'impôt et investissent peut-être plus qu'elles ne devraient s'investir, et plus par après, elles ralentissent au niveau de l'investissement. Mais en gros, on voit une différence dans le temps entre les périodes après et avant l'utilisation des crédits. On voit un léger effet sur la productivité des entreprises qui se limite aux 3 premières générations d'utilisateurs, et uniquement aux entreprises de la zone centrale. On ne voit pas d'effet sur les entreprises des zones éloignées et intermédiaires. Et finalement, en termes d'élasticité de coût d'usage du capital, on obtient une estimation de l'élasticité de 0,33 à court terme, un peu plus élevé, grandement plus élevé à long terme, mais malheureusement, ces élasticités ne sont pas statistiquement significatives. Donc voilà en gros ce que nous avons obtenu comme résultat à partir de ces données, donc relativement positif, même s'il y a encore certainement moyen de mieux faire. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, je serai content. Oui, je vais peut-être me lancer. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le web, mais si je reviens aux données, les données ici, c'est des données fiscales. Donc, ce sont des données qui sont auto-rapportées. Donc, ce sont des déclarations des entreprises, si je comprends bien. Est-ce qu'il est possible que les entreprises qui reçoivent le crédit d'impôt aient une propension à mieux déclarer leur niveau d'investissement que les entreprises qui ne sont pas concernées par le crédit d'impôt? Autrement dit, est-ce qu'il peut y avoir une partie de l'effet qu'on estimerait qui peut être liée à une stratégie de déclaration fiscale, par exemple, et non un effet réel? Oui, donc ce sont les données que nous avons reçues de Revenu Québec et de l'ARC. Les données de crédit d'impôt, ce sont vraiment les données que les entreprises ont reçues. Ce ne sont pas donc des chiffres que nous avons déduits à partir des taux officiels. C'est vraiment les chiffres tels qu'ils sont rapportés dans les déclarations fiscales. Et pour ce qui est des investissements, c'est des investissements qui sont rapportés également par les entreprises. Maintenant, est-ce que les entreprises auraient peut-être tendance à déclarer plus ou moins d'investissements? Je ne pense pas que cette déclaration soit liée au fait qu'elles reçoivent ou non de crédit d'impôt, parce que de toute façon, je crois que ce sera vérifié par les services comptables, etc. Donc, je ne pense pas que mais ce qui est possible, c'est que les entreprises réagissent différemment, donc décident d'investir plus ou plus tôt, ou un peu plus que nécessaire, peut-être à court terme, également en fonction des anticipations des changements dans le crédit d'impôt. Parce qu'ici, on a toujours supposé que ces changements de crédit d'impôt étaient exogènes. Donc, aucune entreprise ne pouvait prévoir qu'il y ait eu un changement d'impôt. Or, c'est bien possible qu'à cause des liens entre les entreprises et les ministères, elles ont, à un moment donné, elles savent que vraiment, le vent va tourner en faveur de crédits d'impôt encore plus importants dans le futur. À ce moment-là, attendons un petit peu et investissons un an plus tard. Ça, nous avons supposé que c'était exogène, mais ce n'est peut-être pas totalement exogène. Du Québec? Non, je n'ai rien. Okay. On est confiant que ce sont des effets réels, minimalement de timing, sinon des effets réels.
Et l'objection, en théorie, là, que je soulève s'applique à la première méthode. Est-ce que dans la deuxième méthode, donc dans la deuxième méthode, l'estimation, elle est essentiellement within, donc il n'y a pas implicitement de comparaison avec le groupe des entreprises qui ne reçoivent pas le crédit. Exactement. Donc, on prend uniquement les entreprises qui reçoivent et on regarde si elles ont investi plus ou moins en fonction du montant qu'elles reçoivent. Parce que dans la deuxième méthode, il y a quand même l'enjeu du groupe de contrôle. Oui, c'est ça. Mais ce serait intéressant de pouvoir, tout comme, par exemple, je travaille pas mal sur les crédits d'impôt recherche, beaucoup d'entreprises ne demandent pas des crédits d'impôt recherche. Parce qu'elles préfèrent ne pas avoir affaire avec les autorités fiscales. Et c'est peut-être la même chose un petit peu avec le crédit d'impôt d'investissement. On a vu qu'uniquement 50% des entreprises qui faisaient de l'investissement dans ces deux biens-là demandaient ou recevaient des crédits d'impôt. Il se pourrait que les investissements ne soient pas éligibles, mais je ne pense pas que ce soit la seule raison. Je pense qu'il y a aussi une raison stratégique. Peut-être que certaines entreprises préfèrent, surtout peut-être les petites parce que c'est peut-être beaucoup de travail administratif de remplir les formulaires pour demander le crédit d'impôt. Et peut-être les grandes parce qu'on n'a peut-être pas toujours intérêt à tout révéler. Et donc, dans les deux cas, il se pourrait que certaines entreprises ne préfèrent ne pas demander. Donc, ce serait intéressant d'avoir une autre équation qui expliquerait pourquoi certaines entreprises demandent et d'autres reçoivent et d'autres ne reçoivent. Peut-être aussi avoir la connaissance des crédits d'impôt. Je ne sais pas s'il y a tellement de crédits qui sont disponibles, peut-être que les petites entreprises. Exact, ça se peut aussi, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais peut-être en risquer derrière. Des crédits d'impôt comme celui-là, il y en existe ailleurs dans le monde. J'imagine qu'ils ont été étudiés. Les résultats qu'on obtient ici, si on les met en perspective de la littérature empirique sur d'autres crédits similaires, je sais que vous avez travaillé là-dessus. Est-ce qu'on a ici un crédit qui se comporte comme les mesures qui existent ailleurs? Oui, donc moi, j'ai surtout travaillé sur les crédits d'impôt recherche. Et pour les crédits d'impôt recherche, donc là, on utilise souvent cette méthode du coût d'usage. Du moins, il y en a beaucoup qui utilisent d'autres méthodes. Mais pour les travaux que je connais qui ont utilisé la méthode sur le coût d'usage, les résultats qu'on obtient, ce sont généralement des élasticités de prix de l'ordre de 0,3 à 0,6, 0,7. Donc, nous sommes à peu près dans les ordres de grandeur, je dirais. C'est juste l'élasticité de long terme me paraît un peu forte. C'est dû au fait que les investissements ont l'air très persistants. Donc, le coefficient XI qu'on avait estimé était presque de l'ordre de 0,95. Dans la dernière estimation, la dernière colonne 6, il était de l'ordre de 0,9. Ça veut quand même dire qu'il y a une très forte persistance. Et s'il y a une très forte persistance, ça veut dire que l'effet en long terme sera très élevé parce qu'à ce moment-là, on additionne les effets période après période. Au lieu d'avoir un effet qui, disons, se résorbe en 2 ou 3 ans. Donc ça, je dirais, c'est un peu élevé pour ce qui est de long terme. D'autres questions? Jean-Philippe, est-ce que j'ai pas fait d'erreur dans la présentation? Parce que c'est Jean-Philippe qui a travaillé. C'était les observations. Oui. Quel tableau? Au niveau des statistiques descriptives, ouais, juste après les mouvements. Après celui-ci, le deuxième graphique. Après. Et après celui-ci, c'est les observations en fait. Où le nombre total est 1 707 000. Ah oui, oui. Ça c'est le nombre d'observations, mais pas le nombre d'entreprises. Oui. Est-ce que vous avez regardé par domaine d'activité des entreprises? On n'a pas estimé séparément. Est-ce qu'il y aura assez de données pour le faire? On pourrait le faire pour les 3 groupes
où on a beaucoup d'investissements, on risque de ne pas avoir beaucoup d'entreprises par contre. Vous voyez, ici, les pétrole-gaz, ce sont les groupes où on a le plus d'investissements dans les villes 29 et 43. Par contre, le nombre d'entreprises est relativement faible. Donc, si on voulait le faire, par exemple, on pourrait le faire pour Transformation des bâtiments. transformation, oui, 3000, oui. Mais ça risque quand même d'être faible. Parce que, par exemple, pour les entreprises dans la zone éloignée, on avait quelque chose comme 5 000, 6 000 observations. On avait la difficulté à obtenir des coefficients significatifs. Donc, mais c'est vrai qu'ici, on a, par exemple, le service de l'entreprise, on aurait 45 000, on pourrait le faire. Parce qu'il y a peut-être des domaines d'activité où les politiques publiques, on aurait intérêt à encourager davantage que d'autres qui ont déjà tendance à le faire. Maintenant, on a tenu compte, donc on a contrôlé pour ça par des dichotomiques sectorielles. Mais notre coefficient B3, par exemple, n'est pas particulier à chaque secteur. C'est ça que je veux dire. Hein, ce serait intéressant d'avoir un coefficient particulier à chaque secteur. Bon, ce serait éventuellement à explorer si on a suffisamment d'observations pour pouvoir le faire pour certains secteurs. Il y a longtemps que je n'ai pas monopolisé une période de questions comme ça. Peut-être une petite dernière, si vous le permettez. Il y a une hypothèse qui me chicote un peu, je suis sûr qu'elle vous chicote aussi, c'est donc le fait qu'on ne puisse pas attribuer, donc on utilise l'adresse du siège social. En fait. Est-ce que dans les travaux futurs, il y a un moyen, par exemple, d'utiliser peut-être de l'information, je pense surtout aux grandes entreprises hein, qui sont susceptibles d'avoir des activités dans les régions éloignées de leur siège social ici à Montréal. Est-ce qu'avec l'information au moins sur un sous-ensemble d'entreprises, la répartition de leurs activités, par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un educated guess sur la localisation des investissements, par exemple, entre leurs principales usines, des choses comme ça? Pourquoi vous n'êtes pas allé dans cette direction-là? Puis est-ce que c'est possible de le faire éventuellement? On a regardé dans les données qu'on a reçues et on s'est posé cette question. Et on n'a pas trouvé par investissement le lieu où se faisait l'investissement. Par contre, je crois que ça existe dans les données de Revenu Québec ou de l'ARC. C'est juste que ça n'a pas été inclus dans les données que nous avons reçues. Mais dans la base de données, ce serait probablement disponible. Il faudrait voir à ce moment-là avec ceux qui sont en charge de la base de données s'il n'y a pas moyen d'aller retirer cette information. Et à ce moment-là, on pourrait faire pour chaque entreprise un genre de moyenne pondérée de ces différents taux en fonction de la localisation de l'investissement. Ce serait certainement plus intéressant. Donc, probablement que ces données-là, elles existent. Elles existent, je crois qu'elles existent. Pour une raison quelconque, elles ne sont pas dans la base de données. S'il n'y a pas d'autres questions, je suis sûr que vous vous joignez à moi pour remercier infiniment Pierre Monène et son co-auteur Jean-Philippe. Vraiment, ce qui est un papier pour moi qui représente bien ce qui est un bon projet Cyrano. Vraiment, il y a une question d'intérêt en politique publique très claire, méthode d'évaluation ensuite, on obtient des résultats qui, je suis convaincu, peuvent servir ensuite au raffinement des politiques publiques. Alors, merci beaucoup d'être venu nous présenter ça. Merci.